abruti de chaleur et de vacarme. Infatigable spectateur, fasciné par cette culture du fond des temps. Je regarde, encore et encore, ces rites impénétrables. Pourquoi, depuis des siècles, l'Inde fait-elle autant rêver? Pourquoi, bien que je ne sois plus totalement déconcerté par les manifestations surréalistes de cette culture, pourquoi m'arrive-t-il encore de me retrouver aux antipodes des références qui permettent habituellement de comprendre et d'organiser tranquillement sa petite vision du monde? Le slogan de la campagne officielle de l'Office du tourisme indien n'est-il pas « Incredible India » ? Me voici parti pour de nouvelles aventures. Direction Bénarès, ville sacrée, ville mythique, qu'on appelle aussi Varanasi, ou encore Kashi. Jusqu'ici, cette ville s'était dérobée. Elle ne voulait pas de moi. Plusieurs voyages annulés au dernier moment, impossible de partir. Et puis, la décision est venue d'ailleurs. On m'a demandé de faire un reportage sur une confrérie musulmane installée là depuis des siècles, les tisserands de Varanasi. Cette profession, malgré son talent, traverserait une très grave crise. Sur les quelques 150 000 tisserands présents à Bénarès, 50 000 seraient au chômage, avec de très faibles chances de retrouver du travail. Reculant pour une fois devant les quelques 38 heures de train pour se rendre de Madras à Bénarès, de plus, découvrir le Gange avec un peu de hauteur, n'étant pas pour me déplaire, j'ai décidé pour ce voyage de m'offrir l'aéroplane. Après l'espace uniformisé des aéroports et la petite promenade en taxi, me voici brutalement en contact avec le plancher des vaches. Et là, c'est une toute autre histoire. À Varanasi, le doute sur la flèche du temps et la nature même du matériel vous envahit soudain comme nulle part. On atteint ici tout de suite les limites du raisonnable. C'est un peu comme si l'on prenait tous les éléments qui constituent l'infrastructure d'une très vieille ville indienne. Ces temples, ces sculptures, ces palais, ces petites rues tortueuses, ces maisons de guingois, ces échoppes, son inextricable réseau électrique ou ses absences de canalisation, et que l'on mettait tout cela pêle-mêle dans un grand sac pour l'éparpiller ensuite au hasard sur quelques kilomètres carrés autour d'un immense fleuve jaune sacré depuis la nuit des temps. Dans ce décor invraisemblable, chaotique, parfois très beau, l'ordre du chaos étant quelque chose qui nous échappe. Vous parsemez dans les ruelles étroites quelques milliers de vaches et taureaux, buffles, chèvres, cochons et autres chiens errants, qui farfouillent dans des montagnes de détritus. Vous rajoutez beaucoup d'hommes et de femmes, et une foule d'enfants. Des cris, des meuglements, des aboiements, des klaxons coincés, des cloches de temple, la pétarade ahurissante des générateurs,
Il y a au minimum 6 heures par jour de coupure électrique. Enfin, le murmure des mantras s'élevant sur le Gange. Alors, vous avez Varanasi, ou Bénarès, la plus vieille ville vivante au monde. Il faut se tourner vers l'imaginaire débridé de la science-fiction pour tenter de trouver une structure humaine équivalente. C'est dans ce décor ahurissant, au milieu d'une vie grouillante et transpirante, que commence cette aventure. Elle va me faire découvrir non seulement une ville incroyable, mais aussi une profession et un savoir-faire unique au monde. Ce matin, brinque-ballé dans un vélo rickshaw sous le soleil déjà brûlant, je pars visiter une importante communauté de tisserands. Elle se trouve à Madampura, un très ancien quartier de la ville qui, comme bien des zones urbaines indiennes, s'étend sur des kilomètres de route sans dessus-dessous. Ce quartier, à majorité musulmane, est occupé depuis des siècles par les fameux tisserands de Varanasi. Petit détail d'importance, je ne connais rien au tissage et me fais régulièrement refiler du synthétique pour de la soie pure. Quant au sari, il représente pour moi avant tout un jeu de couleurs qui ondule gracieusement sur un corps souple. Deuxième détail, je ne parle pas l'hindi, je suis donc accompagné d'un ami indien, expert dans l'histoire du tissage. Nous arrivons chez Ishamatou, un maître tisserand. D'après mon ami, sa famille serait dans le tissage depuis 1000 ans. Mon nom est Haji Isa Mohamed Mato. Le nom de mon père, Haji Abdul Ali Mato, et mon grand-père Mohamed Ayog Mato. Nous sommes venus de Perse il y a environ 1000 ans. Le tissage, c'est le travail traditionnel de notre famille. Depuis que nous sommes ici, nous avons toujours fait cela. Les présentations faites, installé confortablement dans son showroom à air climatisé et en présence de la famille, en tout cas des hommes, j'ai droit aux explications sur les techniques de tissage, puis au grand déballage des saris, brocards et autres étoffes, dont j'apprends que beaucoup de motifs sont encore inspirés de l'époque moghole. Profane, mais pas insensible, je me laisse prendre au jeu de ce monde oriental, plein de matières moirées, de couleurs rutilantes, de motifs délicats, qui donnent au tissu une sensualité et un caractère que je n'avais jusque-là jamais envisagé. Ishamato me parle de la crise, du besoin impérieux de se renouveler pour survivre et des très gros problèmes rencontrés par les tisserands, dont certaines communautés n'auraient même plus de quoi se nourrir. Notre problème à nous tisserands, c'est que le gouvernement ne fait pas assez attention à nous. Parce que l'artisan qui habille aussi joliment une mariée avec un sari de Bénarès, ce tisserand n'a pas de quoi s'habiller, ni même de quoi manger. Il me parle aussi de ses recherches, trouver de nouveaux produits et designs plus adaptés au marché actuel, tout en essayant de préserver la qualité qui a fait la réputation de ces tissus, qui ont habillé princesses, Maharaja, roi du monde entier, mais aussi le commun des mortels. Aujourd'hui, quand nous travaillons, nous gardons toujours à l'esprit
les designs et les tissus qui sont créés par des gens d'origine très différentes. Des gens qui vivent dans des villages, qui travaillent dans des fermes. Nous puisons aussi notre inspiration dans la nature, les arbres et dans les jeux de l'eau. Nous essayons de créer un lien entre le tissu et le visage de la personne qui porte ce tissu. Parfois, en fixant un mur ou dans notre sommeil, dans nos rêves. Nous voyons des motifs que nous nous empressons de reproduire. C'est notre méthode de travail. La civilisation indienne a toujours valorisé le vêtement sans couture comme un vêtement consacrant la pureté. Être habillé d'une seule pièce favoriserait l'unité intérieure. Les mythes indiens font du tissage une métaphore de la création de l'univers. Le sutra, ou fil, en est la base, tandis que le sutradhara, le tisserand, est l'architecte ou le créateur de l'univers. Le tissage a aussi ses poètes. Au XVe siècle, Kabir, un pauvre tisserand issu d'une famille musulmane de Varanasi, trouva l'inspiration sur son métier à tisser et composa de nombreux poèmes. Ces poèmes, aujourd'hui chantés par de nombreux artistes, nous parlent du lien étroit existant entre le tisserand, son art et son âme. Car Kabir était aussi un grand mystique. Qui connaît le secret de ce tisserand? Il a tendu 1000 fils sur la trame du karma. De la terre jusqu'au ciel, sur son métier, il tisse, avec soleil et lune, pour navette du souffle. Et il tisse toujours. Quand aura-t-il fini, le voile immaculé de l'esprit? Fil fin ou fil grossier, bon ou mauvais karma, il tisse avec amour l'ultime réalité. Derrière Ishamatou, je me laisse conduire à travers un dédale de ruelles aux maisons délabrées. Curieux univers, insolite mélange du tout et du rien, des hommes et des animaux, de la campagne avec la ville, du beau et du laid. Des rues où règne aussi une sympathique nonchalance, où il semble que l'on ne s'étonne de rien, si ce n'est de moi, ce Velakara transpirant derrière sa caméra, que l'on regarde curieux et amusé, sans que jamais ne perce dans ses regards une quelconque animosité. Nous pénétrons maintenant au sein du tissage. C'est ici que tout commence et tout finit, en tout cas en ce qui concerne la fabrication des saris. Chaque maison, chaque rue, chaque terrain est occupé par des hommes, affairés autour de kilomètres de fils. C'est dans ces vieilles rues lépreuses, sur ces trottoirs envahis d'animaux et de détritus, que vont s'élaborer les délicates soieries de Varanasi. Mais après tout, l'inimitable fil de soie n'est-il pas lui-même le produit d'une chenille peu engageante? J'apprends que c'est la Chine, impitoyable concurrent de l'Inde en matière de tissage, qui maîtrise le marché de la soie. L'Inde l'importe au prix fort, sous une forme brute, en écheveau. Pour la petite histoire, j'ai pu lire dans un traité d'élevage du ver à soie que l'aboiement d'un chien, le chant du coq ou une odeur nauséabonde peuvent déranger les vers fraîchement éclos. La personne qui s'occupe des vers à soie ne doit pas sentir mauvais. Elle doit être vêtue simplement et ne pas manger ou toucher de la chicorée. Les vers, fraîchement nés et somnolents, doivent être chatouillés avec une plume de poulet afin de stimuler leur croissance. Retour sur la terre, où, accompagné de quelques enfants, je monte à l'étage d'une petite maison
pour assister à la première étape de cette longue chaîne de petits métiers qui vont conduire au sari. Deux jeunes femmes, devant d'antiques machines, sont en train de transférer des écheveaux de soie brute sur des bobines. C'est l'un des rares moments où les femmes apparaissent dans la chaîne de fabrication. À peine plus loin, un grand escogriffe assis sur une natte dans une petite pièce me semble faire tout à fait le contraire du travail réalisé précédemment par les femmes. En quelque sorte, il dévide les bobines pour en faire des écheveaux. À force d'explications, entrecoupées de cris d'enfants, qui énervent un peu notre homme, je crois saisir en gros qu'il s'agit de fabriquer de nouveaux écheveaux qui seront cette fois calibrés pour venir s'adapter au métier à tisser. Cette opération terminée, on traverse la rue. Et là, dans de grands chaudrons d'eau bouillante, la soie va être plongée et replongée pendant une bonne vingtaine de minutes. But de l'opération, la débarrasser d'une gomme naturelle que les vers à soie secrètent et qui enrobe le fil. Dans la foulée, un nouveau bain dans de grandes marmites, cette fois pleines de couleurs. En cette fin de journée, la chaleur est suffocante. Épuisé par cette immersion dans l'univers du tissage, je monte chercher un peu de fraîcheur sur le toit d'une maison. Je regarde le soleil se coucher sur la multitude de petits cerfs-volants colorés qui se font la course. C'est le grand jeu ici. Nous sommes en septembre. La mousson vient de se terminer, le niveau du Gange, très haut en cette saison, commence à peine à baisser, laissant apparaître, sous une épaisse couche de limon, les marches des célèbres Ghats. Mais plus étranges, apparaissent également des structures de bâtiments qui émergent au hasard. Des chapiteaux de temples, affleurant la surface de l'eau, comme après une immense catastrophe écologique. Pourtant, rien de tel. Il ne s'agit que des sautes d'humeur du Gange. En période de crue, ils montent régulièrement de 15 à 20 mètres, et même parfois beaucoup plus. Le tissage apparaît partout à Bénarès. Publicité sauvage, rabatteur tout aussi sauvage, tisserand ou grossiste, il est le symbole de la cohabitation des communautés musulmanes et hindoues. S'il y eut dans le passé des problèmes intercommunautaires, il semblerait aujourd'hui que les deux religions cohabitent intelligemment. Vidya Subramanian, journaliste indienne, utilisant le tissage comme métaphore de ce rapprochement, en témoigne dans un article. Ici, dit-elle, alors que les tisserands sont majoritairement musulmans, la plupart des grossistes sont hindous. Et les 6 mètres de soie chatoyante du sari sont bien la métaphore de la culture composite de Varanasi. Le sari de Bénarès est plus qu'un sari. Il nous parle d'une unité indo-musulmane vivante qui est un exemple pour tout le pays. À Kashi, ville du sari de Bénarès, les hindous sont la chaîne et les musulmans sont la trame. Je me fais débarquer sur le ghat principal pour assister à la traditionnelle puja du soir. Mais rapidement, malgré les sadhus, malgré l'environnement, malgré les cloches, je ne me sens pas très à l'aise.
J'ai l'impression ici d'assister à un show pour touristes, une grosse machine dévitalisée. J'essaye tout de même de me persuader qu'il doit bien rôder autour de tout cela une part de mystère et de sacré. Il est tôt. La lumière déjà traverse les grilles de la chambre comme en plein midi. Juste un peu de brume sur l'autre rive du fleuve. Depuis la fenêtre, je m'absorbe un long moment sur les nombreux tourbillons créés par le fort courant qui vide le Gange chaque jour incroyablement vite et qui le plisse comme une vieille peau. Après ces quelques jours ici, je me rends compte que Bénarès est comme la méduse. Il ne faut pas la regarder dans les yeux sous peine d'être pétrifié. Mieux vaut s'en approcher en douceur, sans se poser de questions, laisser venir à soi. Entretenir avec la ville un rapport détaché. La passion, ce sera pour plus tard. L'Inde fait prendre conscience de cela. Quand ça résiste, inutile d'insister. Il faut faire profil bas, chercher d'autres voies, attendre ou méditer. Alors, bien souvent, un autre monde veut bien surgir. Pour l'instant, sac au dos, marchant transpirant dans les rues à la recherche d'un rickshaw qui ne m'escroque pas trop. Je fredonne le mantra du séjour. Odeur et chaleur, sac à dos rickshaw. 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 डिजाइन डिजाइन देखते सिल्क डिजाइन मगर इस तरीके से नहीं कुछ मिलेगा तब तो नहीं मिलेगा सिल्क वीवर्स डिजाइन Aujourd'hui, je pars sur les traces du motif. Comment naissent-ils et comment sont-ils reproduits en tissage? Un des ingrédients de base est le zari. C'est le fil d'or ou d'argent avec lequel on tisse les bordures des saris. Aussi utilisé pour de plus larges motifs, ils donnent toute leur préciosité aux étoffes luxueuses, en particulier les saris de mariage. Le temple du zari, c'est une grande maison, avec tout autour plusieurs ateliers. Une sorte de petit village où tout est réuni pour la réalisation de cet incroyable produit fabriqué de père en fils par une vieille famille de Bénarès. Le patron de cette entreprise, Shyam Sundar Jaiswal, me conduit dans les différents ateliers pour me dévoiler toutes les phases de fabrication du zari. Dans une petite forge rudimentaire, à l'indienne, un lingot d'argent pur est mis dans le four pour y être fondu et étiré. Ensuite, on va réduire cet argent en un fil au diamètre de plus en plus petit, jusqu'à la limite du possible avec les outils dont disposent sur place les ouvriers. Ce fil sera finalement usiné pour en faire un fil d'argent d'un diamètre de 30 microns. Au final,
1 kilo d'argent produit une bobine d'environ 400 km de fil. De retour dans les ateliers familiaux, le fil d'argent va être aplati quasi manuellement. Puis il est enroulé en spirale autour d'un fil de soie ou de coton teint préalablement. Enfin, depuis la découverte de l'électricité, le fil subit le procédé de l'électrolyse pour le recouvrir d'or. C'est le Maharaja de Mysore qui importa cette technique en Inde. Anciennement, le zari était tout simplement fabriqué par le plaquage manuel d'une feuille d'or autour du fil d'argent. Aujourd'hui, bien que simplifié, ce procédé ne nécessite pas moins, depuis le lingot d'argent jusqu'à 1 kilo de produit fini, 22 jours de travail et 60 personnes. Il est 10 heures, l'heure sacro-sainte de la pause thé. Pendant une demi-heure, tout le monde arrête de travailler et c'est pas si mal. Requinqué par une bonne dose de sucre et un thé bien corsé, coincé dans un rickshaw, nous voilà repartis à la découverte du design. Elle commence par le dessin des motifs sur papier quadrillé. À partir de ces dessins, un artisan va fabriquer des cartes perforées, créant ainsi un système binaire, sorte d'ancêtre de l'ordinateur, qui va guider les fils de la machine selon le motif. Pas de trou, les fils se soulèvent. Un trou, ils restent en place. Ou peut-être que c'est le contraire. Chaque carte représente une ligne de tissage. Et un sari faisant 6 mètres de long, cela fait environ 20 000 fils. Ce système est appelé le jacquard. Mais il y a plus fort encore. Certains tisserands se servent pour leur design d'un très vieux système qui s'appelle le naksha et qui date d'avant l'invention des cartes perforées. J'ai pas tout compris, mais il s'agirait d'un système permettant de faire des dessins que n'autorisent plus les techniques actuelles, comme varier les motifs sur une même étoffe. Il reste aujourd'hui à Varanasi quelques extraterrestres qui l'utilisent. Wassim Mohammed fait partie d'une de ces familles. Il me fait part de leur philosophie et de la corde raide sur laquelle il se trouve. Nous faisons un travail traditionnel qui m'a été légué par mes ancêtres. C'étaient des maîtres dans ce métier. Ils faisaient un excellent travail. Et puis, il y avait alors des clients qui passaient des commandes et savaient apprécier cet art. Car à cette époque, ce métier n'était pas considéré comme une profession, mais comme un art. Beaucoup de choses ont changé. Et le marché est devenu très commercial. Les tisserands ont été forcés d'abaisser la qualité de leur travail. L'inflation a tout fait augmenter, sauf les salaires, bien sûr. Ça veut dire que les tisserands doivent travailler de plus en plus, jour et nuit même, pour subvenir aux besoins de leur famille. De plus, les gens qui savaient apprécier notre art et qui portaient ce genre de tissu ont en grande partie disparu. C'est une des raisons qui fait que beaucoup de tisserands sont aujourd'hui sans emploi. Wassim Mohammed me conduit dans un des ateliers familiaux où se pratique le fameux naksha. Alors ici, on pénètre dans un autre espace-temps. Je découvre un deuxième homme, installé face au tisserand, qui va en toute simplicité remplir le rôle des cartes perforées. C'est-à-dire que c'est lui qui sélectionne localement les fils et les soulève pour que le design se crée
pendant que le tisserand passe sa navette. Cette technique permettant de sélectionner la place des motifs et d'en varier le dessin. Incroyable. तो हमारे सामने अभी जो चुनौतियां हैं कि हम अपने पुराने ही काम को दोबारा शुरू करें. Le défi auquel nous devons faire face, c'est retrouver la qualité d'autrefois. Car au lieu de persévérer dans cette qualité, nous avons trop souvent préféré faire un travail ordinaire et plus facile. Il y a maintenant un défi que nous devons relever pour conserver cette tradition. Par ces temps d'inflation, nous devons penser, bien sûr, à la qualité, mais aussi au prix. Autrefois, tout était moins cher. Mais si nous faisons aujourd'hui les mêmes saris qu'à l'époque, ils seront beaucoup trop chers et personne ne pourra les acheter. La complexité du monde des tisserands me laisse songeur. Ce respect du passé que l'on perpétue avec les mêmes gestes, les mêmes matériaux, le même amour du métier aussi. Une philosophie du travail bien troublante dans notre monde. Mais classique tour de passe-passe indien qui fait se côtoyer tradition et modernité avec une grande désinvolture. Après avoir croisé le coin des teinturiers, je me dirige vers un jardin qui fait aussi office de cimetière. Là, nouvelle étape de préparation de la soie. Des hommes déroulent les écheveaux fraîchement teints. Ils les désentortillent, les démêlent, en étirent les fils, accompagnés de gestes cabalistiques totalement inaccessibles au commun des mortels. En tout cas, ces fils sont disposés sur la largeur d'une poutre de bois. Quelle poutre viendra se fixer directement sur le métier à tisser. Mais avant que le tissage commence, reste encore à joindre ces multitudes de fils au métier à tisser. Nouvelle alchimie du geste que je regarde fasciné pendant de longues minutes. Maintenant, il n'y a plus qu'à humidifier les fils de soie, extrêmement sensibles à l'électricité statique. Alors, le son d'une rythmique millénaire envahit les rues et les tisserands répètent leurs gestes comme une danse. Le soir tombe, retour en rickshaw dans des embouteillages invraisemblables, une pollution catastrophique, et encore, pour l'instant, il ne s'agit essentiellement que de 2 roues. Parce que le jour où tous ces gens auront une voiture, ce sera probablement la fin du monde. Je termine le chemin vers l'hôtel à pied. C'est plus confortable et tout aussi rapide. Mais comme la vie n'est pas simple, je suis assailli par les rabatteurs qui racolent pour les multiples boutiques de sari. Mandala bed cover,
These are so beautiful things, and this mandala, when you can use, you can feel quietness, because you can find Buddha behind is this kind of mandala. Mandala, bit cover, circle of Buddha. These are for sari for marriage sari. Here are totally designed for marriage. Not less than 6 weeks, because sari I can make very. Le soleil est à peine apparu à l'horizon que déjà, inlassables, les mantras envahissent le Gange et viennent s'immiscer jusque dans les rêves. Finalement, tant qu'à être réveillé, je vais me glisser dans ce jour qui commence en me laissant dériver sur une barque face à l'éternel spectacle des Ghats. Je regarderai pendant des heures, sans me lasser, ces tableaux, ces images 1000 fois vues, mais qu'importe. Cela reste un fascinant raccourci d'humanité qui défile dans ce long travelling, comme une mise en scène réaliste de la comédie humaine et du pathétique de la vie. Ces scènes, au-delà de leur exotisme, m'évoquent ce matin toutes les espérances, tous les maux, les malheurs et les joies, la vitalité et la fragilité de l'espèce humaine. Aujourd'hui, pour aller chez les tisserands et varier un peu les plaisirs, nous tombons d'accord pour prendre un motorickshaw. Mais il faut d'abord le trouver. Il y en a curieusement assez peu à Bénarès. Les Varanasi affichant une nette préférence pour le vélo. Peut-être à juste titre. Ici, comme en général dans toute l'Inde, muni d'un appareil de photo ou d'une caméra, vous devenez l'objet de sollicitations intenses. Tout le monde veut être pris en photo et curieusement, tout le monde se moque pas mal de la photo. Je n'ai toujours pas compris pourquoi, ici, pays de la réincarnation, on manifeste un tel désir d'être immortalisé.
Nouvelle rencontre chez les tisserands, nouvelle découverte, avec la visite de la maison Haji Mohamed Farouk. Cette famille, spécialisée dans les brocarts, a comme principaux clients les monastères tibétains. Ici, on ne radine pas sur le zari. De magnifiques soieries tissées à la main, chargées en couleurs, en dessins et en fil d'or. Depuis que je suis ici, j'ai beaucoup entendu parler des métiers à tisser mécanique, une des causes du chômage endémique. Par curiosité, je demande à être conduit dans un de ces ateliers. À l'intérieur, inutile de parler, on ne s'entend pas. Quelques regards, quelques sourires que m'adressent ces hommes, souvent d'anciens tisserands sur métier manuel, qui ont trouvé ici un peu de travail. Mais pour combien de temps? Car si ces ateliers produisent environ 50 mètres de tissu par jour, cela n'est rien à côté de la Chine. Magoul Bai, homme d'affaires et maître tisserand, connu dans toute l'Inde, nous résume le problème. Les tisserands qui travaillent sur des métiers à tisser mécanique peuvent produire de 40 à 50 mètres par jour. Les métiers à tisser à la main, seulement 1 mètre par jour. Et les métiers à tisser industriels, qui peuvent produire de 500 à 600 mètres par jour, sont utilisés en Chine. Nous faisons donc face à une difficile compétition avec les tissus chinois et malheureusement, n'ayant pas de soie en Inde, nous sommes obligés d'importer la soie de Chine que nous obtenons à un prix élevé. Comme d'habitude, industrialisation et profit à tout va déboulent sur le marché. Et la Chine joue au rouleau compresseur. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec leurs pauvres petits mètres par jour, aussi jolis soient-ils, les tisserands de Varanasi ne font plus le poids. Cette beauté-là devient bien trop chère pour l'homme de la rue. Et les Maharajas ont disparu. Quant aux rois et princesses, ils se font rares ou discrets. Bravant d'aussi mauvaise conjoncture, quelques anciennes familles contre vents et marées continuent avec énergie de tenter de préserver leur tradition et leur art. On me conduit maintenant dans une de ces maisons. Un petit détour au passage pour assister à une ultime intervention sur les saris avant qu'ils ne soient mis sur le marché. Encore un truc invraisemblable, le coupage au ciseau de tous les petits fils de tissage à l'arrière du tissu, pour le rendre plus souple et transparent. C'est la fin de la chaîne de fabrication des saris et le moment où les femmes réapparaissent. Nous arrivons dans la maison d'Aboul Moassim, une famille très traditionnelle de Madame Proie. Au début, atmosphère un peu pincée. Nous nous présentons, eux aussi. मैं जुनैद और यहाँ मेरे फादर
Je m'appelle Junayat. Mon père assis à mes côtés, Haji Mohamed Aboul Mohassin Sahab. Nous sommes les partenaires d'une société qui a démarré en 1844. Ma famille est dans le tissage depuis plus de 300 ans. Et nous sommes une vieille famille de Madampoura. Assez impressionnés par le sérieux de ces hommes, nous laissons tranquillement la confiance installée. Ils montrent leur travail, et là, encore une surprise, encore un paradoxe. D'un côté, une austérité intimidante. De l'autre, des étoffes vaporeuses et transparentes d'une grande sensualité. Des caddies de soie ou de coton composés de fils si ténus que seule une atmosphère très humide permet de les tisser sans rompre le fil. Nous retrouvons ici aussi les motifs moghols et un emploi particulièrement élégant du zari. La classe, la grande tradition, quoi. Chahib Zunaïd m'explique que l'argent et la renommée leur importent peu, que la seule chose qui les intéresse et les motive, c'est pouvoir continuer leur art avec la même passion et la même exigence. Nous essayons de faire des choses traditionnelles parce que depuis le début, nous avons eu beaucoup de commandes pour cela. Et la concurrence peut très difficilement nous copier. C'est pour cette raison que nous sommes spécialisés dans les pièces traditionnelles. Des choses que personne ne peut faire, les tisserands de Madampoura le peuvent. Nous cherchons notre inspiration dans les anciennes collections de musées, mais aussi dans les livres. Ces derniers temps, le prix du marché de la soie a tellement augmenté que nous vivons des jours difficiles. Nos tissus sont plus chers qu'en Chine et le prix du travail à Varanasi est élevé. En plus, les tisserands sont moins nombreux, ils préfèrent devenir cantonniers. Ils sont mieux payés pour cela. Dans le travail de tisserand, vous mettez votre corps et votre âme, mais vous n'êtes pas payé en retour pour cela. Aujourd'hui, le nombre de métiers à tisser à Varanasi a chuté de 85%. Les tisserands ont quitté leur travail et même ainsi, nous n'arriverons pas à vendre nos produits. Pour avoir une idée plus précise de cette situation, je demande à être conduit auprès d'une communauté de tisserands particulièrement affectée par la crise. Le chef nous reçoit et nous fait visiter le village. Un bien pauvre village. Certaines maisons sont faites de briques empilées les unes sur les autres sans ciment. Et je ne parle pas des conditions d'hygiène. Les ateliers de tissage tournent au ralenti, avec des trous dans le sol comme des tombes, vestiges des métiers à tisser disparus. Nous sommes tellement assommés de difficultés que nous commençons à voir des étoiles le jour et plus rien du tout la nuit. L'eau et l'électricité sont aussi un problème. Nous avons jusqu'à 6 ou 8 heures de coupure par jour. Et les égouts ne sont même pas installés. Nous utilisons le zari qui devient très cher. Mais nous n'avons pas de commande et devons aussi subir l'inflation. Aujourd'hui, les conditions de travail sont simples. Nous gagnons 30 à 35 roupies par jour, ce qui est moins qu'un travailleur qui transporte des briques sur un chantier. Les problèmes viennent aussi de notre côté. Bien que nous soyons capables de faire face aux défis qui nous attendent, nous avons perdu toute motivation.
Si nous décidions de nous investir complètement dans ce travail et de suivre la mode et la demande, et que nous nous développions dans cette direction, nous pourrions progresser. Malgré ce manque de motivation, nous n'avons pas perdu tout espoir, et même nous pouvons aller de l'avant. Mais il est aussi crucial que nous ayons de l'aide. All world became a global town or global village. So whatever is Le monde est devenu une ville globale, un village global. Alors ce que les gens aiment en France, les femmes l'aiment aussi en Inde. Il n'y a pas trop de décalage entre la France et l'Inde. Ce qui est à la mode en France sera à la mode en quelques jours à Delhi ou à Bombay. Alors si nous avons des produits au goût de l'Espagne, de la France, de l'Angleterre et des USA, nous aurons un bon marché avec l'Inde aussi. Voilà les mots de la fin. Mode, mondialisation. Certes, les tisserands de Varanasi et de l'Inde dans son ensemble ont besoin que le monde les regarde. Mais à quel prix? S'il y a beaucoup plus de chances pour que les Indiennes s'habillent à l'occidental que le contraire, est-ce qu'encore une fois, la mode et les lois du marché continueront à ruiner et à faire perdre leur âme aux artistes et artisans de tout poil? Le séjour se termine et à peine installé dans le taxi qui me conduit vers l'aéroport, j'ai déjà la nostalgie de cette ville. Dernière stupéfaction, le chauffeur rabat un écran et nous passe un film. Ils sont trop forts, ces Indiens. Jari 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 pavan san sanananan san sanananan jari 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 pavan मेरे जैसा ढूंढ के ला मेरा सजन सन सनननन सन सनननन जरी 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 पवन ऐसा कहीं कोई नहीं ऐसा कहीं कोई नहीं ऐसा हो तो शायद